Bonjour à toutes et tous, merci d'être fidèles à La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Il y a à peu près 1200 ans, vers le milieu du 9e siècle, c'est-à-dire au cours du Haut Moyen-Âge, un petit peu après l'époque de Charlemagne, une femme est entrée dans le clergé en se faisant passer pour un homme, et elle était si brillante, si savante, qu'elle est montée dans la carrière ecclésiastique jusqu'à devenir pape. Elle passe quelques mois à diriger l'Église sur le trône pontifical, et puis un jour, elle accouche en pleine procession à travers Rome, devant l'église San Clemente, dit-on, et évidemment, cela trahit sa condition féminine. Elle meurt rapidement, elle est chassée du trône pontifical, et elle meurt rapidement. Depuis cette époque, on prend bien soin, on a pris l'habitude de prendre bien soin au Moyen-Âge, quand un pape était élu, de vérifier de près sa masculinité. Les cardinaux, donc, de leurs propres mains, vérifiaient l'existence de parties génitales mâles du nouvel élu. Je reçois aujourd'hui Agostino Paravicini Baliani, qui vient de publier une somme sur les textes de la légende de la papesse Jeanne, des textes latins donc, avec un commentaire, une présentation en italien, et ce travail qui a fait aussi l'objet d'une version allégée pour le grand public va paraître en français. Merci beaucoup d'être avec nous, Agostino. Merci beaucoup. Un petit rappel quand même, Agostino Paravicini Baliani est un éminent spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge et en particulier de la papauté, tout particulièrement de la papauté du XIIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque où s'épanouit la théocratie pontificale, une époque à laquelle les papes prétendent et arrivent dans une certaine mesure à gouverner effectivement l'Occident, et pas seulement pour les questions spirituelles, aussi pour les questions temporelles. Agostino Paravicini a d'abord été bibliothécaire à la Bibliothèque apostolique du Vatican, c'est-à-dire auprès du plus vieux fonds ancien de manuscrits médiévaux, scriptor, on disait, avant d'être professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Lausanne, puis de devenir président de la Société internationale d'études du Moyen-Âge latin à Florence. Alors, cette papesse Jeanne, est-ce qu'elle a vraiment existé ? Alors, tout d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invité et te remercier d'avoir présenté l'histoire de la papesse Jeanne telle qu'elle est divulguée, non pas telle que je crois qu'elle est vraie. C'était une des raisons d'ailleurs pourquoi je me suis intéressé à cette histoire. Je voulais savoir exactement comment les textes en parlaient. Et d'ailleurs, comment aussi les manuscrits du Moyen-Âge en parlait, parce que c'est un nouveau pontificat. On ne le connaît pas avant le milieu du XIIIe siècle. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, enfin au début de la recherche, c'est de savoir aussi comment les copistes des manuscrits lui ont fait de la place. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Nous ne savons pas quand l'histoire de la papesse Jeanne est née, au niveau oral. Nous ne pouvons la suivre qu'à partir des textes tels qu'ils se sont diffusés, tels que nous les connaissons. Or, les textes les plus anciens sont du milieu... Le texte le plus ancien est du milieu du XIIIe siècle. Entre 1250 et 1254, un dominicain de Metz, donc en Lorraine, a écrit pour la première fois, d'ailleurs, dans la marge d'un manuscrit, d'une page d'un manuscrit. Ça voulait dire, ça montre bien qu'à l'époque, c'était une histoire encore inconnue, inédite, qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, quelques années après, en Allemagne, à Erfurt en particulier, à Metz, c'est un dominicain, à Erfurt, c'est un franciscain, et il reprend l'histoire. Mais il y a des éléments communs, mais ce n'est pas tout à fait la même histoire. C'est la deuxième version, la deuxième histoire. Puis, seulement une vingtaine d'années après, par un autre dominicain qui, alors, lui, vit à la cour pontificale. À Rome, donc. À Rome. Il a une fonction de pénitencier, enfin, peu importe maintenant la fonction. Il vit depuis 20 ans à Rome, et en 1277, écrit une autre version qui est celle qui gagne. J'ai réuni jusqu'en 1500
plus de 100 textes. Mais pratiquement, la très grande majorité dépendent de la troisième version. Il y a quand même des éléments communs, et les éléments communs ont été déjà rappelés. C'est une femme très instruite. La troisième version dit même qu'elle a été étudiée à Athènes. Athènes, à l'époque, n'avait certainement pas d'université, mais au XIIIe siècle, mais c'était l'Athènes d'Aristote. Pour un dominicain du XIIIe siècle, Athènes était une ville mythique d'Aristote. Donc elle va étudier à Athènes, mais en tout cas, c'est une femme très instruite. D'Athènes, elle vient à Rome, selon la troisième version, pas les deux premières, mais la troisième, vient à Rome et enseigne, et a un enseignement si prestigieux, si suivi, que même les grands maîtres de la ville deviennent ses auditeurs. Alors que les femmes n'enseignent pas à l'époque, évidemment. Alors que les femmes n'enseignent pas, et c'est d'ailleurs très important de se rappeler que l'histoire de la papesse Jeanne met bien en évidence qu'il s'agit d'une femme instruite. À mon avis, c'est pour protéger les électeurs. C'est parce que ceux qui l'auraient élu pape. Les électeurs, quand ils l'ont élu, ils ne savaient pas que c'était une femme, mais ils ont élu une personne qui correspondait, sur le plan de l'instruction, à la figure idéale d'un pape de l'époque. Au XIIIe siècle, pas dans tous les siècles, les papes étaient de grands universitaires, mais au XIIIe siècle, oui. Innocent III est un homme très érudit, très savant. Le pape régnant au moment de la première version, Innocent IV, était un des plus grands érudits, un des plus grands juristes de l'époque, etc. Ouais. Donc, à mon avis, c'était un peu pour protéger les électeurs, parce que ce sont quand même des textes, des petites histoires écrites par des hommes d'église, dominicains, franciscains, deux dominicains et un franciscain. Qui appartiennent à des ordres religieux qui dépendent directement de la papauté, d'ailleurs. Qui dépendent d'ailleurs directement de la papauté, qui s'intéressent beaucoup d'ailleurs à l'histoire de la papauté, à la fonction, à l'autorité de la papauté, etc. Donc, une fois élu, ils ne disent rien de ce qu'elle a fait comme pape. Il n'y a rien sur les actions du pape. Le problème n'était pas là. La légende ne s'intéresse pas à la façon dont elle a gouverné. La troisième version dit quand même qu'elle a régné 2 ans, 5 mois et 4 jours. Donc il est très précis d'ailleurs. Cela montre bien, ça nous le rappelle qu'il croyait à l'existence de ce pontificat. Ce n'est pas du tout, donc ces premiers textes, ce n'est pas du tout des satires. Il croit à l'existence, et c'est d'ailleurs un élément qui va rester jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les gens du Moyen-Âge, enfin entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du Moyen-Âge, croient à l'existence. Il n'y a que 2 textes sur 109 qui remettent un tout petit peu en doute, et ils sont d'ailleurs du milieu du XVe siècle. Donc, ils croient exactement à l'existence. Donc, à un certain moment, dit la troisième version, qui est la plus complète, si vous voulez, le pape va, comme tous les papes, va prendre son cheval, il y a un cortège, une procession, et à un certain moment, près de l'église de Saint-Clément, dans un lieu qui n'est pas bien décrit et précisé quand même, mais il parle quand même entre le Colisée et Saint-Clément. Elle accouche. Et l'accouchement, il faut tout de suite le comprendre, c'est un accouchement qui doit être public. Ils le décrivent... ils ne le décrivent pas avec beaucoup de mots, mais le sens de l'histoire, c'est que l'accouchement est public. C'est pour cela qu'ils le font, l'histoire la fait accoucher lors d'une procession. Elle doit être publique parce qu'il sert à identifier le sexe de cette personne qui, jusqu'à ce moment-là, il ne savait pas que c'était une femme, sauf une personne quand même. Une personne s'était quand même rendu compte que c'était une femme, c'était l'amant. Et oui, le père. Le père, qui est décrit dans le texte comme amant. Il n'est pas décrit comme père, c'est très intéressant d'ailleurs. Ils ne sont pas liés par le mariage. Il y a le mot vraiment, même en latin, Amasius, enfin c'est l'amant de la... on peut peut-être ajouter qu'il y avait un autre homme, si tu veux, autour de la papesse, c'est lorsque elle va à Athènes. Elle va à Athènes jeune, accompagnée aussi
par un jeune homme qui est aussi décrit comme amant. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'elle a un enfant. Elle a un enfant pendant le pontificat. Et les textes sont très précis là-dessus. C'est au moment du pontificat que cela aussi sert à protéger les électeurs, parce que les électeurs n'ont pas élu une femme enceinte. Ils ont élu une personne dont ils pensaient qu'elle était la meilleure, etc. Mais donc à ce moment-là, à un certain moment, donc, elle va en procession, elle accouche, et à partir de ce moment-là, évidemment, l'histoire devient négative, puisqu'elle meurt, l'enfant aussi meurt, et on essaie d'ailleurs d'éliminer tout. Enfin, l'auteur de la troisième version essaie d'ailleurs d'éliminer un peu même toute trace dans l'histoire de la papauté, puisqu'il dit il n'est pas ce pape ne sera pas inscrit dans la série légitime des papes, etc. Avec une certaine contradiction, parce que c'est le dominicain de la troisième version, l'auteur de la troisième version, qui donne d'ailleurs le nom sur lequel je reviendrai de ce pape, qui donne la durée du pontificat, tandis que les deux premiers textes ne connaissent pas le nom de ce pape, ni de cette femme, et ne donnent aucune précision, n'insistent pas sur la durée du pontificat. Alors il y a une sorte de contradiction. D'un côté, il est très précis, et de l'autre côté, il ne doit pas être... Donc ça veut dire, pour simplifier au maximum, parce qu'il faut le faire, il croit que ce pape a existé, mais en même temps, il le délégitime. Il ne le considère pas comme... et toute l'histoire de la papesse Jeanne qui va suivre, et déjà à ce moment-là, et celle qui va suivre, c'est toujours un peu entre ces deux pôles. D'un côté, on y croit, et de l'autre côté, elle ne peut pas être... son pontificat ne peut pas être considéré comme légitime. Ce qui ne signifie pas que l'élection n'est pas considérée comme légitime. L'élection est considérée comme légitime. Elle était valide puisqu'elle était faite de bonne foi. Exactement, parce qu'ils l'ont élu de bonne foi. Alors, je reviens au nom. C'est très important l'histoire du nom. Pourquoi Parce Jeanne que nous sommes habitués, exactement, nous sommes habitués à parler d'une papesse, donc titre de pape au féminin, et d'une Jeanne, titre un nom au féminin. C'est pas du tout comme ça dans le texte plus ancien, ni d'ailleurs pendant 2 siècles et demi, majoritairement. L'histoire naît pour parler d'un pape. Et c'est pour cela que Martin le Polonais, c'est-à-dire ce dominicain de 277, lui donne un nom au masculin. Il parle du pape Jean. Il lui donne d'ailleurs une origine anglaise, pape Jean l'Anglais. Et comme tel, il est resté majoritairement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais c'est seulement petit à petit, le nom se féminise. Et déjà au XIVe siècle, il y a une première fois, on voit le nom Jeanne. Mais pas papesse, c'est toujours Jeanne. C'est pour ça qu'il faut imaginer qu'à ce moment-là, le nom Jeanne est considéré non pas comme le nom du pape, mais comme le nom de la femme avant de devenir pape. Et il y a d'autres noms féminins qui commencent à circuler. Agnès. Je n'ai pas compris pourquoi, mais tout au long du XVe siècle, Agnès est un nom qui figure dans plusieurs textes, notamment textes qui sont liés à Rome en particulier. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Si tu me demandes pourquoi, je te dirais que je ne le sais pas. Et sous quel nom elle est censée avoir régné comme nom de pape alors ? C'est le nom de la jeune fille, ce n'est pas le nom du pape. C'est pas son nom de pape. Non, le nom de cette dame, de cette femme en tant que pape reste Jean. Majoritairement Jean. Mais quand petit à petit, ça tourne quand même. Mais il n'y a que 2 textes avant 1500 qui nous parlent de la papesse Jeanne. Un texte, d'abord un chanoine de Lausanne, mais qui était picard, qui a écrit un grand poème, d'ailleurs un dialogue. Il féminise, pour la première fois, c'est un texte de 1450 à peu près, on assiste pour la première fois à une double féminisation. Jeanne,
la papesse. Et puis, à la fin du XVe siècle, un autre texte, pour la première fois en latin. C'est très important, ce changement. Pour quelle raison? Parce qu'au début, et pendant longtemps, et majoritairement, ça continue jusqu'à l'époque moderne, on parle d'un pape. On ne parle pas... Je veux dire, le regard est avant tout tourné vers un pape qui est un pape femme qui a existé. C'est la fonction qui attire. C'est la fonction. Ouais. À un certain moment, et surtout à partir de Boccace, parce que Boccace écrit un livre qui a connu à l'époque une très grande diffusion, l'histoire des femmes célèbres. Plus de 100 femmes célèbres, et parmi les femmes célèbres, il y a aussi la biographie de la papesse. Et pour lui, c'est le pape Jean, il n'utilise pas. Mais pour la première fois, nous avons un texte, une grande biographie, hein, d'ailleurs, enfin, on voit bien, c'est un grand écrivain, c'est l'histoire l'a beaucoup fasciné, etc., mais qui est misogyne. Misogyne, disons, en tout cas, qui est très négative sur la femme. Il parle plus de la femme que du pape. Le fait d'avoir eu un amant, donc d'avoir été adultère, comme on dit à l'époque, le pousse à utiliser des termes qui n'existent pas du tout dans la littérature précédente, comme luxure, etc., péché, et ainsi de suite. Et à partir de Boccace, jusqu'à la fin du XVe siècle, l'histoire devient de plus en plus, pas majoritairement, mais quand même de plus en plus, de plus en plus, il y a de plus en plus de textes qui mettent en scène le côté adultère, etc., le côté péché de la femme. Ils parlent plus de la femme que du pape. Et c'est pour cela que le nom féminin et même la double féminisation va se mettre en place et va devenir définitive au XVIe siècle pour des raisons que j'indiquerai tout à l'heure. Vers la fin du XVe siècle, donc vers 1500, on assiste même il y a même un texte très, très important, à mon avis, dans cette histoire littéraire de la papesse, parce qu'elle est pendue. Oui. Dans aucun autre texte, elle est condamnée et pendue. Dans aucun autre texte qui appartient à la tradition de Martin le Polonais, il y a une sanction. La vraie sanction est historique. Elle est exclue de la série des papes. Mais il n'y a pas une sanction... D'ailleurs, Martin le Polonais n'avait aucun regard misogyne. Il n'utilise aucun mot, ni les deux autres, ni les deux premiers. Ils n'ont pas un regard. Il parle d'un pape, il a été élu, mais ça ne vaut pas. Il est illégitime. Mais il n'y a pas de morale. Il se focalise sur la fonction, sur la question de la fonction et sur la papauté plus que sur la femme. Il n'y a aucun regard moral, mais à un certain moment, comme je dis, à partir surtout de Boccace, c'est-à-dire à partir d'ailleurs du moment où les dominicains cessent d'en parler. Et oui, parce que Boccace, c'est un humaniste, hein, il fait partie de l'une des premières générations. L'histoire se laïcise, elle devient une histoire d'une femme, et comme au Moyen-Âge, on a assez vite la tendance à parler de péché et de séduction, etc., quand on parle des femmes. Alors, au XVIe siècle, donc, si vous voulez, l'histoire littéraire, l'histoire de la papesse arrive autour de 1500, déjà avec les prémices de la double féminisation, qui est celle à laquelle nous sommes habitués, et qui va devenir définitive à partir, en tout cas, du milieu du XVIe siècle. Mais il va y avoir, à partir du XVIe siècle, quelque chose d'assez important, parce que la chrétienté se divise. Il y a d'un côté les protestants, d'un côté les catholiques. Et l'histoire de la papesse Jeanne va être influencée par cette division de la chrétienté de manière radicale. D'un côté, il y a les protestants qui ont énormément écrit. Si je devais réunir tous les textes des protestants, je passerais 30 ans de ma vie qui... c'est trop tard maintenant. Ils étaient très friands, les protestants étaient très friands de cette histoire. Se sont beaucoup intéressés à l'histoire de la papesse Jeanne parce que ça leur sert de polémique. Ça leur sert de polémique pour deux raisons. D'abord, ils peuvent dire que la papauté s'est trompée, ce qui est quand même une injure assez forte vis-à-vis d'une institution. Oui. Il y a quand même une présomption d'infaillibilité de la papauté. Qui se considère que le pape est infaillible, même à l'époque, il n'y avait pas encore le dogme, mais l'infaillibilité du pape était dans l'air. Et de l'autre côté, ils peuvent dire qu'ils se sont laissés séduire
n'est-ce pas, par une femme, tout le côté misogyne de la séduction, etc. Et il y a beaucoup de textes d'ailleurs qui vont identifier la papesse Jeanne comme une prostituée, comme une mérétrix, ce que les textes d'avant 1500 ne font pas. Pratiquement pas. Et les catholiques, par contre, vont réagir en disant c'est une fable. Ce n'est pas une histoire. Elle n'a pas existé. C'est une fable. On peut même ajouter obscène à certains égards pour certains. Obscène à cause de l'amant, Je crois que même de nos jours, on t'a reproché de travailler sur une histoire obscène. Ah oui, oui, je me suis trouvé une fois dans un comité, enfin, avec des amis, et puis un de ses amis m'a dit « Ah, tu viens d'écrire ce livre, faire cette recherche. » Enfin, il m'a félicité, si vous voulez. Et puis, un autre ami qui appartiennent même à un organisme du Vatican, dit « Ah, mais tu t'es occupé de cette fable obscène », exactement comme on l'aurait dit en 1550 ou en 1600. C'est une relique d'une vieille tradition. Ça a des conséquences très importantes. On peut le vérifier, tout ça, parce que dans les manuscrits médiévaux, enfin, jusqu'en 1500, on écrit avant tout l'histoire dans des manuscrits, quoique dans le dernier quart du XVe siècle, il commençait à y avoir des incunables, beaucoup d'incunables, des livres imprimés. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres importantes, comme ceux de Boccace, par exemple, comme l'œuvre de Boccace qui est imprimée assez tôt, et donc l'histoire se diffuse. Et alors, c'est très intéressant aujourd'hui, parce que vous pouvez consulter soit les manuscrits, soit les incunables. On a des numérisations, enfin, on peut les consulter à la maison, et je vite constater que dans les manuscrits, il n'y a aucune censure, parce qu'on est à une époque où on croit, il n'y a pas de problème, je n'ai trouvé aucune censure dans un manuscrit, pourtant j'en ai vu des centaines. C'est-à-dire que le texte n'est pas barré. N'est pas barré, oui, censure au sens technique, c'est-à-dire n'est pas barré, ou bien la feuille n'a pas été coupée, ou bien on n'a pas écrit des textes dans les marges pour dire que c'est faux, pour dire que c'est obscène, etc., etc. Tandis que dès qu'on ouvre des incunables ou des imprimés anciens, enfin des éditions du XVIe siècle, on peut alors se passer son temps à aller chercher. On trouve alors tout. On trouve énormément de feuilles qui manquent. Tout à coup, vous cherchez à la bibliothèque de Munich, vous trouvez l'exemplaire, vous savez que c'est à la page X, et puis il n'y a pas la page. Mais c'est pas par hasard. On a coupé la page. C'est la page alors, où l'histoire a été noircie. Ah oui. Et puis, il y a dans un ouvrage de la fin du XVe, à côté de l'histoire, il y a le portrait. Oui. Le portrait, d'ailleurs, c'est le seul portrait où on voit la femme qui porte l'enfant dans ses bras, et très souvent noirci, souvent plus l'enfant que la femme elle-même. Et oui, parce que c'est sacrilège. Oui, c'est ce que j'appelle des censures venant du monde catholique. Il y en a une même qui est très intéressante, un lecteur du XVIe siècle qui, autour du portrait, en fait, dans le portrait, écrit en latin, enfin je le traduis, c'est la concubine de Luther, qui est naturellement un anachronisme. Mais il ajoute, c'est la concubine de Luther plus qu'un pape. Et là, on voit bien l'inversion qui s'opère. Au XIIIe siècle, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit c'est un pape. Et non, on n'aurait pas dit que c'était la concubine. Mais on aurait dit c'est une pape qui était en même temps femme. Oui. Tandis qu'au XVIe siècle, elle devient, dans le monde catholique et même dans le monde protestant, puisqu'on parle beaucoup d'elle volontiers comme prostituée, etc. Donc il y a cette longue évolution du pape femme à la femme pape. J'aurais voulu qu'on évoque aussi quand même cet élément de la légende qui est la vérification de la masculinité. Oui. Bien sûr. Ça c'est très important. Des successeurs de la papesse pour vérifier. C'est pour ça que moi je parle volontiers de la papesse Jeanne et ses légendes. Oui, pour vérifier que ça n'arrive plus. Ces légendes, parce qu'en fait il y en a deux. Et elles sont liées. L'une, c'est celle qu'on vient de décrire, c'est-à-dire cette femme qui a été élue pape, elle accouche, elle meurt avec l'enfant, etc. Et l'autre, c'est elle vient un peu moins de 20 ans après la troisième version, c'est-à-dire autour de 1295. Ce sont d'ailleurs deux auteurs français qui en parlent les premiers, et dont un de ceux-là est de nouveau un dominicain. C'est Robert d'Uzès, un jeune dominicain qui est mort très jeune d'ailleurs, qui a dû être probablement en Italie et à Rome,
Mais c'est vraiment un jeune homme. Hein, mais au Moyen-Âge, les jeunes commencent à être actifs assez tôt. Il a beaucoup écrit, il a écrit des textes merveilleux, etc. Et dans une des visions, parce qu'il écrit beaucoup de visions, il dit, au Latran, on procède, quand un pape est élu, à une vérification, etc. C'est assez bref. Mais en même temps, il y a un bénédictin dans une chronique de Sens qui est un peu plus explicite et dit aussi sur quel siège la vérification est faite. Ça, c'est très important, l'histoire des sièges. Ça va de pair avec l'histoire de la... Parce que le pape, normalement, sans aucun lien maintenant avec la légende, quand il est élu, il doit prendre possession du Latran, qui est l'église cathédrale de Rome et le palais du pape. C'est là qu'il réside, en tout cas au XIIIe siècle encore, et depuis très longtemps. Les papes au Moyen-Âge ont toujours résidé... pratiquement toujours au Latran. Et alors, lorsqu'il prend la possession du Latran, donc au Moyen-Âge, on a des cérémonies assez complexes, on aime beaucoup le cérémonial, même si de toute façon, il est déjà pape à tout point de vue, il doit s'asseoir sur des sièges. Une fois, c'est un seul siège, et une autre fois, ce sont 2 sièges. Donc, en fait, il y a 3 sièges, mais les 2 derniers, c'est un couple de sièges. Et le premier est un siège de marbre, qui est en fait un siège qui est défini de telle manière que le pape doit se rappeler qu'il est homme, parce qu'on utilise un vers de la Bible dans lequel il y a le mot de stercus, c'est-à-dire d'excrément. Oui. Le siège existe encore, il est au cloître du Latran. C'est un rituel d'humiliation, en fait. C'est un rituel d'auto-humiliation. Parce qu'en fait, c'est une chaise percée. C'est une chaise percée. Non, la chaise percée, c'est l'autre. Ah, pardon. Alors, les 2 autres sièges, par contre, ce sont des sièges qu'on croyait à l'époque être de porphyre. Ouais. Le porphyre est la pierre impériale par excellence. D'ailleurs, Napoléon a porté un de ces sièges parce qu'il était empereur. Il l'a amené à Paris et un de ces 2 sièges se trouve au Louvre. En fait, il ne s'agit pas de sièges de porphyre, il s'agit de sièges de marbre rouge antique, ça c'est le terme un peu technique, qui venait des Thermes. Ouais. Probablement des termes de Caracal, mais on n'en est pas sûr. À Rome, donc. Et d'ailleurs assez curieux, parce que ce sont des sièges qui ont été utilisés soit dans des thermes au sens strict du terme, dans l'eau, soit dans les latrines. Mm-hmm. Mais à l'époque, on n'en sait rien, ils ne le savaient pas. Ils l'ont utilisé à cause de la couleur rouge. Mm-hmm. Qui croyait être le porphyre, parce que le porphyre est très important au Moyen-Âge. Pensons par exemple Frédéric II, le tombeau de Frédéric II, et même des rois normands sont en porphyre. C'est la pierre de la majesté impériale par excellence. C'est la pierre par excellence de majesté impériale. Et donc, mais comme ces 2 sièges, l'un a un petit trou et les 2 autres sont percés. Mm-hmm. Ce sont des sièges de thermes, donc ils sont percés pour la commodité des visiteurs de Thermes. Je n'ai pas besoin de dire plus. Et alors, c'est là que la légende, pour pouvoir dire, il y a eu un pape femme, mais il ne doit pas y en avoir un deuxième. Hein? En fait, la deuxième légende ne fait que confirmer la lecture que nous devons faire de la première. Ouais. Il y en a eu un, mais pas 2. Ouais. C'est une manière de bloquer la chose. Et alors voilà. Alors le problème, c'est que j'ai trouvé une vingtaine de textes qui parlent de la 2e légende, mais ils ne savent pas très... Personne n'a jamais vu le rite, c'est une légende. Le rite n'a pas existé en tant que tel. Alors les uns disent le pape s'est assis sur le premier, là, sur où il y a le mot excrément, et l'autre sous les sièges de porphyre. Enfin, il y a une confusion totale, parce qu'ils ne le savent pas. D'autant plus que la plupart de ces textes viennent de personnes qui sont à Rome, qui connaissent aussi le cérémonial romain. Et ça m'a beaucoup frappé. J'ai réfléchi beaucoup. Mais comment? Il devait il devait dire, je ne l'ai jamais vu. Oui. Non, mais la légende a une telle signification qu'elle passe par-dessus la réalité. C'est plus important de pouvoir dire que ça se fait plutôt que de dire, je ne sais pas ou je ne l'ai jamais vu. N'est-ce pas?
Et alors, si on en revient aux raisons possibles du développement de cette légende, puisque ça apparaît donc à partir des années 1250, le texte de Martin de Polonais qui est fondateur vraiment de la tradition est de 1277, tu disais. L'histoire elle-même est censée se situer, je le rappelais au tout début, peut-être au IXe siècle. Non. Alors là, il faut revenir à l'étude des textes. Donc, nous avons ces trois textes. D'abord, il faut vraiment se rappeler que l'histoire peut avoir connu une évolution, mais que nous ne connaissons pas. Alors, nous ne pouvons l'étudier qu'à partir de Jean de Mailly, ce dominicain de Metz, du franciscain anonyme d'Erfurt et du dominicain bohème qu'on appelle Martin le Polonais, parce que la Bohème, la province dominicaine de Bohème faisait partie de la province dominicaine de Pologne. Enfin, peu importe, il était appelé déjà Martin le Polonais à l'époque. Nous ne pouvons le faire qu'à partir des textes. Nous pouvons, mais si on regarde de manière précise où ces trois textes ont placé ce pontificat, c'est ça qu'il faut faire de manière très précise, parce que ces trois textes, qui sont indépendants les uns des autres, ils racontent une histoire commune, mais ils sont indépendants du point de vue textuel. Probablement, très probablement, même le troisième auteur n'a pas connu les deux premiers. Ces trois auteurs placent ce pontificat à trois moments historiques différents. Pas du tout la même chose. Ils cherchent un endroit. Ils ne savent pas où le mettre. Le premier, il le met sur une page une page de sa chronique qui porte sur la deuxième moitié du XIe siècle. D'accord. 1050-1100. Mais dans la marge. Et à côté de la notice sur la papesse, il y a une autre notice qu'on n'a pas remarquée, mais qui nous donne une réponse. Il écrit à côté, toujours dans la marge, il parle d'un certain empereur Alexis, dont il dit « Je ne connais pas ni le début ni la durée du règne ». Ça doit être Alexis Ier, l'empereur byzantin contemporain de la première croisade, mais c'est très intéressant qu'il dise « Je ne sais pas ». Et ça montre bien qu'il a mis probablement la notice de la papesse parce qu'il ne sait pas où la placer. Il l'a mis à côté de l'autre, en attendant que... Ça, c'est le premier. Donc, il ne sait pas où la mettre. Et il la met en 1050-1100, non pas parce qu'il croit que c'est la période juste, parce qu'il ne sait pas. Justement, il ne sait pas. Le deuxième, la place autour de 890, pardon, je vais dire 90 parce que je suis suisse, aussi suisse. Donc au cours du Haut Moyen-Âge. Voilà. Alors, mais il faut bien regarder. Il dit aussi que la papesse est un autre pseudo-pape. Alors là aussi, on ne l'a pas étudié. Je me suis longtemps demandé, mais pourquoi il dit un autre? Et puis à un certain moment, je suis allé voir quel est le pape qui précède. Le pape qui précède est un pape qu'il considère comme illégitime. Il y a beaucoup de papes au Moyen-Âge avec beaucoup d'antipape, un antipape. Ce n'était pas un vrai antipape, c'est un pape que les chroniques considèrent qu'il avait été élu, mais en fait, il n'avait pas été élu. Donc, de fait, c'est un pseudo-pape. Un pseudo-pape. Et alors, le deuxième auteur a placé la papesse à côté, ne sachant pas où la mettre, à côté d'un autre pseudo-pape, puisqu'il considère aussi que la papesse est ce que nous appelons la papesse, enfin, ce pape-femme était un pseudo-pape parce que il croit à son existence, mais il croit aussi que c'est un pontificat qu'il faut expurger. Retirer de la tradition. Donc, et le troisième, il le place, comme tu l'as rappelé, au milieu du IXe siècle, après un pontificat, celui de Léon IV. Et là, il y a, maintenant je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais il y a des explications pour cela. L'explication la plus importante, c'est que Martin le Polonais a vécu à Rome lorsqu'il écrit cette chronique, et l'histoire de la papesse Jeanne, ça fait 20 ans qu'il est à Rome à peu près. Et il est le seul des trois à utiliser la grande biographie des papes, que nous appelons le Liber Pontificalis. C'est un terme un peu compliqué, mais ça veut dire c'est la grande série des biographies des papes qui commence très tôt, 4e, 5e siècle, et qui est continuée, etc.
Alors, ce qui est assez curieux, le grand éditeur français d'ailleurs, Monseigneur Louis Duchesne, qui a édité le Liber Pontificalis, avait fait remarquer, lui n'a pas fait de lien avec la papesse, mais il a fait remarquer qu'il y a une tradition du Liber Pontificalis qui s'arrête à Léon IV. Et il reprend plus tard. Donc il y a une espèce de trou après Léon IV. Et Martin le Polonais n'utilise le Liber Pontificalis que jusqu'à Léon IV. Et donc il a profité d'un trou pour le... Donc on ne peut pas dire que la papesse, disons, que historiquement, est vécue au IXe siècle. C'est pas Martin le Polonais qui la place qui l'a fait au vivre, IXe siècle parce qu'il doit la placer quelque part. Ouais, il ne sait pas où le... Il faut bien imaginer, n'est-ce pas, nous sommes au XIIIe siècle, mais au XIIIe siècle, l'histoire de la papauté a presque un millénaire sur le plan de l'écriture. Et c'est un pontificat dont personne n'avait parlé. Et il faut bien lui trouver une place. Je trouve que c'est une jolie histoire, mais où je vais la mettre? Parce qu'ils y croient. Mais alors, où je vais la mettre? Quand bien même elle a dû circuler un peu avant d'être mise par écrit par ses 3 premiers auteurs. Nous en avons la preuve. Ah oui? Oui, depuis peu. Et je le dis d'ailleurs dans le livre qui va sortir en français. J'ai pu ajouter cela. Dans l'histoire de la papesse, dans ces 3 versions, ou plutôt dans les 2 premières versions, dans la 3e version, il n'y a pas. Il y a un vers qui est composé de 6 mots qui tous commencent par la lettre P. Moi, le père des pères, je vais annoncer la naissance de la papesse. En fait, c'est pas moi, c'est Pierre. Père des pères. Père des pères, c'est une figure, c'est une métaphore de la personne du pape et de Pierre. J'annonce Alors, ce vers, on l'a trouvé récemment dans un manuscrit de Milan, d'un petit manuscrit probablement un chanoine de Plaisance. Le manuscrit est à Milan, mais le chanoine est à Plaisance, qui écrit beaucoup de textes. Il devait probablement être un prof, et comme souvent, c'est un manuscrit de travail, quoi. Ouais. Et sur une page, vers la fin du manuscrit, il y a ces doubles vers. Le premier vers avec les lettres P, avec les mots avec les lettres P, puis un deuxième vers. Et d'après l'étude très précise de ce manuscrit, qui a été faite par un très bon médiéviste, Bertoletti, on doit dire qu'il était antérieur à 1250. De peu, mais antérieur de 1150. C'est difficile de dire, mais ça montre à noter qu'un chanoine de Plaisance, à ce moment-là, à Plaisance, à ce moment-là, dans le monde des chanoines, il y avait beaucoup de chanoines qui avaient en même temps une carrière à la curie romaine. Bien sûr, ouais. Donc ça nous rappelle que tout ce que nous pouvons trouver du lieu sinon de production, en tout cas de diffusion de la légende, c'est Rome et la cour pontificale. Même cette dernière découverte. Et donc, ça montre quand même qu'elle a dû circuler un peu avant Jean de Mailly. Mais ça ne change pas grand-chose. En gros, début du XIIIe siècle. Milieu du XIIIe siècle. Oui, milieu du XIIIe siècle plutôt. Oui. Et alors, il faut sans doute terminer par là. Comment comprendre qu'on ait besoin que cette histoire, en tout cas, apparaisse, qu'on ait envie de la faire apparaître à ce moment-là? Mon explication tient à la chronologie très précise, c'est-à-dire soit Jean de Mailly, soit ce manuscrit milanais, fait de Plaisance, qui maintenant est conservé à l'Ambrosienne de Milan. C'est vraiment, on va 1240, 1250, disons comme ça. Donc on va dans cette période. Et il faut tenir en tête ça, parce que c'est la période. Et il faut se rappeler que nous sommes en Rome. Et en même temps, les auteurs qui s'intéressent le plus à l'écriture de l'histoire, parce qu'il peut y avoir eu une légende qui circulait, peut-être même sévère, etc., mais sans une véritable structure, je n'en sais rien. Mais quand on l'écrit, ce sont des dominicains et un franciscain. Alors, c'est exactement la période, exactement les mêmes, dans ces années-là, que les dominicains et les franciscains commencent à s'intéresser au débat théologique et canonique, donc juridique,
de l'inaccessibilité de la femme aux ordres sacrés, c'est-à-dire au sacerdoce. Il faut bien se rappeler, ce débat commence au milieu du XIIe siècle, donc un siècle avant. Mais il reste dans les mains des juristes, que nous appelons canonistes, jusqu'aux années 1230-1240. Donc est-ce que les femmes peuvent devenir prêtres? Est-ce qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas, etc. Naturellement, les canonistes disent qu'ils ne peuvent pas, mais ils savent, parce que dans le décret de Gratien, qui est le grand livre élaboré en 1140, avec tous les textes qui concernent toutes les questions qui intéressent l'Église, l'organisation de l'Église, on rappelle, il y a la mémoire de diaconesse dans les premiers siècles de l'Église, et même de presbytéré, il faut le dire en latin, le mot, c'est-à-dire des prêtresses. Des prêtresses. Voilà. Mais qui ne sont pas nécessairement des femmes prêtres, mais le mot existe. Alors il y a ce double problème. D'un côté, il y a le débat, ils débattent, ils ne débattent pas avant 1140, il n'y a pas de débat avant. Et en 1240, 1230, 1240, 1250, c'est les dominicains et les franciscains qui commencent. Saint Bonaventure à Paris, Thomas d'Aquin aussi à Paris, quand ils enseignent, autour de 1250, c'est quand même assez troublant. C'est-à-dire, il y a ce débat et puis il y a cette mémoire. Ils évoquent la question. Cette mémoire. Et l'histoire de la Papésiane arrive comme si on devait penser qu'il fallait bloquer le problème. Et il fallait bloquer le problème depuis le haut. Ça, c'est un mécanisme médiéval bien connu. Il y a un risque, si on examine de près la tradition ancienne des textes de l'Église, que Gratien, dans son décret, a repris. Il y a un risque de considérer qu'il y a un précédent. Oui. Et là, on en arrive à des questions contemporaines, puisqu'aujourd'hui se pose aussi la question du sacerdoce féminin. Et contrairement à celle du mariage des prêtres, l'Église, même François et l'ensemble de l'Église, ferment la porte en disant « Il n'est pas possible d'envisager la question du sacerdoce féminin, bien qu'il y ait de très fortes pressions, évidemment, dans ce sens, parce que la tradition des textes catholiques anciens et chrétiens anciens ne donne aucun précédent. Donc, ce serait un argument pour dire non. Là, on a ces textes. Oui. On a ces textes anciens. Il y a quand même quelques textes anciens qui peuvent laisser le doute. Et dès l'époque, qui laissent un doute. Dès l'époque du XIIe siècle, les premiers commentateurs de Gratien sont beaucoup plus ouverts. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu. Puis après, la porte se ferme de plus en plus. Mais Bonaventure, dans un de ses passages, il dit « Il est douteux, dubium est ». Il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Naturellement, il conclut qu'il ne faut pas, aucune femme ne peut être... Mais il pose encore la question. Bonaventure, franciscain. Et c'est ça qui me frappe. D'un côté, il y a cette histoire, cette croyance très forte à l'existence d'un pape-femme. D'un autre côté, il faut l'exclure, y compris la vérification de la masculinité qui arrive assez rapidement. Et de l'autre côté, ce débat, y compris d'ailleurs, ce sont aussi des années, il faut encore ajouter, où les dominicains s'intéressent beaucoup, naturellement polémiquement, du fait que certains mouvements ou certains groupes hérétiques, comme les pauvres du Lion, par exemple, comme on les appelle, permettent aux femmes de célébrer l'Eucharistie, donc d'être des prêtres. Les vaudois, la relation, la fonction, enfin, l'élément le plus important du sacerdoce, c'est quand même la célébration du sacrement de l'Eucharistie. C'est pas le seul, mais enfin, c'est quand même. Il y a depuis le XIIe siècle. Et ce sont des textes qui entrent chronologiquement dans ces mêmes années. Oui. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé d'autres explications, mais celle-là me paraît... Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'avant Jean de Mailly, etc., l'histoire n'ait pas eu une autre évolution. Peut-être satirique, j'en sais rien, moi. Mais celle-là, nous ne le savons pas. Mais quand il y a des textes, ce sont des textes de gens d'église, enfin, surtout d'ordre mendiant, qui croient à l'existence, et ça continue quand même. Cette tradition résiste tout jusqu'au XVIe siècle. C'est pas... D'ailleurs, même l'amplification... Ce qui est joli dans cette histoire, ce qui est beau, je trouve, d'une certaine manière, c'est que quand même l'histoire du fait que la femme était très instruite, c'est un élément qui n'est jamais mis en doute. Au contraire, il y a de plus en plus d'amplification.
Il y a aussi des variantes. Boccace, par exemple, ne l'a fait plus étudier à Athènes parce qu'au XIVe siècle, il l'a fait étudier à Oxford. Évidemment, Oxford est une grande université au XIVe. Elle l'était aussi déjà au XIIIe, enfin un peu moins, etc. Ce sont des petites variantes, mais il y a même des textes qui disent qu'elle était plus savante que le jeune homme qui l'a accompagnée, etc. Ça, c'est quand même une histoire assez intéressante qui montre bien que si le tabou, ou comment est-ce qu'il faut dire, on peut utiliser un autre terme, du sacerdoce n'est pas tombé. Au contraire, la légende sert à ne pas le faire tomber. Elle sert à le renforcer. Celui de l'instruction est tombé quand même. C'est-à-dire, l'histoire de la papesse Jeanne fait imaginer que des femmes peuvent atteindre un niveau très élevé d'instruction, il faut ajouter, d'instruction académique, d'instruction universitaire. Elle peut s'élever au même niveau que les grands universitaires de leur temps, universités qui ne laissent pas entrer les femmes, n'est-ce pas? Ça, de ce côté-là, c'est une histoire assez... elle n'est pas... L'histoire de la papesse Jeanne est méchante vis-à-vis des femmes, parce qu'à un certain moment, elles deviennent même misogynes. Mais il y a que ce côté de l'instruction qui laisse imaginer... quand même, même si au début, elle naît pour protéger les électeurs, elle reste quand même dans l'histoire quelque chose d'assez, je trouve, assez intéressant. Et on comprend mieux donc pourquoi, tu le soulignais, l'histoire est plus focalisée sur la fonction pontificale que sur la femme elle-même pendant cette période-là, parce qu'il s'agit de fermer le sacerdoce. Il faut fermer, oui. Il faut fermer le sacerdoce. Et le mieux, c'est de le fermer depuis le sommet de la hiérarchie. Mais encore aujourd'hui, s'il y a des réticences extrêmes, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le clergé, à l'idée qu'il puisse y avoir des femmes qui accèdent aux ordres majeurs, aux ordres ecclésiastiques majeurs, c'est parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser accéder les femmes à la prêtrise sans les laisser accéder naturellement et par conséquent à l'épiscopat et donc à la papauté potentiellement. Oui. On peut aussi dire que la lecture misogyne est très offensante pour les femmes, mais la lecture du pontificat, la lecture première, est aussi forte, je veux dire. Il n'y a pas de regard moral de la part des plus anciens textes, non pas par gentillesse, c'est pour dire que la femme ne peut pas accéder. Et si on réfléchit en termes d'anthropologie du genre et d'anthropologie de la fonction du prêtre, hein, peut-être pour terminer, quand elle se trahit, selon la légende, c'est quand elle accouche. Or, toute la tradition ecclésiastique catholique après la réforme grégorienne, après le milieu du Moyen-Âge, met l'accent sur le fait que le prêtre doit être un père spirituel et que c'est pour cette raison, pour qu'il puisse être un père spirituel de tous ses ouailles, hein, qui sont ses enfants, qu'il ne doit pas avoir de parenté charnelle. Exactement, et donc, je suis d'accord. Oui. Et ça fait partie de la nature même de la masculinité sacerdotale. C'est très important. Et c'est pour ça que le sexe est interdit, les relations sexuelles sont interdites aux prêtres. Faire accoucher la papesse, c'est-à-dire lui faire avoir une filiation charnelle, eh bien, ça va exactement à l'inverse de cette fonction sacerdotale telle qu'elle est pensée. Oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important de le voir comme ça. Ceci dit, il faut encore ajouter peut-être un élément, c'est que la tradition littéraire, pour trouver une définition, l'histoire telle qu'on la voit dans les textes, ne parle presque jamais de l'enfant. L'enfant n'existe presque pas. Dans les tout premiers textes, pas, et même après, ne reçoit jamais un nom. Il y a par exemple un poète écossais qui invente le nom du père, de l'amant de la femme, mais pas... et donc, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi ils ne mettent jamais... Et puis la deuxième réflexion, et puis j'y reviens sur l'explication, c'est que dans l'histoire il y a beaucoup de textes qui parlent, notamment de textes qui parlent de saints, de saintes, dans la géographie, notamment byzantine et puis après occidentale, de femmes qui entrent dans un monastère. On ne le sait pas, on ne le découvre qu'à un certain moment. Mais quand on le découvre? À la mort. La papesse, on ne la découvre pas à la mort, on la découvre à l'accouchement. La raison, une des raisons est certainement celle que tu indiques. La deuxième, je pense que l'histoire ne pouvait pas, telle qu'on essaie de la comprendre, ne pouvait pas la faire
découvrir, on ne pouvait pas faire découvrir son sexe à la mort, parce que ça aurait rendu plus difficile de délégitimer son pontificat. Parce qu'elle serait restée jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ça m'a paru... Et le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de l'enfant signifie en tout cas que le problème n'est pas le risque que la papauté se transforme en dynastie ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment l'inaccessibilité de la femme. Donc il y a plusieurs éléments mais qui confirment ce que tu viens de dire. Mais le fait que ce soit l'accouchement et pas la mort, je trouve que c'est quand même important. Merci beaucoup, Agostino Paravicini-Bagliani, d'être venu faire avec nous cette plongée dans l'imaginaire médiéval, dans l'imaginaire de l'Église, sur une question, puisque c'est ça qui est là au fond, hein, celle du sacerdoce féminin, qui est encore d'actualité. Merci.